Eh bien, bonjour à tous. Et bonjour. Nous sommes ici pour vous parler un peu de notre modèle de CERT hybride, comment on va pouvoir accompagner la montée en maturité de tous les CERT que l'on voit se créer un peu partout. Mais je propose que tu commences par te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alexandre Cabrol et je suis le directeur des services SOC et CERT de Sopra Steria. Et moi, je suis Nicolas Gralin, le directeur des opérations de Sopra Steria. Donc, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va partager un petit peu de contexte. Bon, c'est un contexte que vous connaissez normalement, mais c'est juste pour rafraîchir à tout le monde l'état actuel des choses. Aujourd'hui, on a une forte augmentation des cyberattaques. Ce n'est pas une surprise. Le Covid n'a fait qu'accélérer les choses avec tout ce qui est télétravail et dématérialisation. Donc, bon, on a plus de la moitié des entreprises qui sont victimes. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de cyberattaque, mais elles ne le voient pas forcément ou il n'y a pas forcément de conséquences. Mais en tout cas, 1 sur 2, c'est quand même important et inquiétant. Et puis la cible numéro 1 aujourd'hui, c'est tout ce qui est gouvernemental et secteur public. Bien sûr, les autres ne sont pas oubliés. Dans le score aujourd'hui, on a sur le podium actuellement, c'est le secteur public qui est le plus touché. Et puis, pour faire face à cette croissance des cyberattaques, on fait face à une autre croissance, c'est celle de la pénurie des talents. Tout le monde aujourd'hui veut se staffer en cyber, veut spécifiquement se staffer sur la partie détection, réponse à incidents. Et là, il manque énormément de profils. Alors, vous avez des chiffres, 7000 offres d'emploi sur l'APEC en 2021, 5000 postes vacants en 2022, ça fait que s'accélérer. Alors oui, on voit une croissance de nombre d'offres de formation en cyber, mais avant que ces gens-là arrivent sur le marché et acquièrent la maturité, il va se passer encore quelques années. Donc la situation, elle est quand même complexe pour nous parce qu'on manque d'un écosystème qui est prêt à faire face à cette augmentation des menaces. Bon, si on regarde un peu plus en détail en fait ce que font les attaquants, parce que c'est ceux qu'on a en face de nous, on se rend compte qu'il y a une professionnalisation de ces attaques au niveau des cybercriminels. Alors évidemment, les attaques de niveau APT avaient déjà un niveau professionnel, mais aujourd'hui la cybercriminalité rentre vraiment dans une approche professionnelle, industrielle. On voit qu'il y a des impacts géopolitiques. Quand il se passe des choses au niveau géopolitique, derrière, il y a ou avant, ou pendant, ou après des cyberattaques qui vont avec. Donc, j'ai envie de dire, le terrain cyber est systématiquement associé aux autres terrains. Et le dernier point, c'est qu'on voit une convergence sur les méthodes et les outils entre les attaques dites avancées et les attaques dites plutôt cybercriminelles. Maintenant, ils utilisent les mêmes outils, ils ont des méthodes qui sont assez proches. Alors certains, c'est pour masquer l'attribution, d'autres, c'est plus pour utiliser les bonnes pratiques. Donc on a vraiment en face des attaquants qui sont montés en gamme et qui sont montés en échelle. Bon. Donc ça, ce constat, je pense qu'aujourd'hui, on le fait à peu près tous. Et la question, c'est, dans le cadre d'un CERT, comment moi je fais face à ça, en fait. Donc, pour rappeler un petit peu les missions d'un CERT ou d'un CSERT, qui sont aujourd'hui représentées telles que l'ANSSI peut le présenter ou le FIRST à l'international peut le présenter, de manière assez synthétique, on va retrouver la gestion des incidents majeurs, donc, ou ce qu'on appelle une presque crise ou une crise cyber. Il y a la partie gestion des vulnérabilités, donc tout ce qui est vulnérabilité critique qui vont toucher en fait le système d'information. On a la connaissance de la menace, puisqu'on voit bien qu'ils bougent, ils évoluent, ils sont intelligents, donc il faut suivre ce qui se passe. La détection de circonstances, qui est des fois la détection complète. Donc vous voyez, entre le SOC et le CERT, les barrières sont en train de tomber parce qu'on a besoin d'être efficace, notamment par rapport aux attaques ransomware. Entre la détection et la réponse, il y a un chemin court. Et puis, on a besoin d'autres services comme de la sensibilisation, une analyse de risque rapide, être capable de déployer des configurations. Et pour faire tout ça, il faut beaucoup de processus, beaucoup d'encadrement, et puis surtout énormément de compétences. Être un spécialiste du VOC, ce n'est pas tout à fait le même métier qu'être un spécialiste de la détection.
On l'a dit, parfois il y a des barrières entre les SOC et les CERT. Certains considèrent que ce n'est pas le même métier. Nous, on considère que ce n'est juste pas le même moment, mais c'est des fonctions qui sont équivalentes. Et puis, on a l'intelligence de la menace, qui est un métier qui est encore différent. Et tout ça, quand on essaye de construire un CERT, ça prend énormément de temps d'arriver à la maturité sur autant de services si différents avec les compétences en interne pour répondre à tout ça. Et la méthode qu'on va vous présenter maintenant, elle tend à répondre à ces challenges-là. Donc, si on fait un petit panel de le patron du CERT, qu'est-ce qu'il a dans sa caisse à outils pour essayer de répondre aux enjeux qu'on vient de parler. Bon, déjà, il peut avoir des ressources extérieures qui sont en time and material ou en AT. Bon, l'avantage, c'est que la personne, elle est là, donc il peut travailler directement avec, qu'il y a une immersion dans l'organisation, donc la personne qui est présente va monter en contexte, en compétences, etc. Bon, il y a des inconvénients à ça. Les inconvénients, c'est que les compétences sont limitées à la personne qui est là. Je ne vais pas pouvoir utiliser des compétences extérieures pour 2 heures, ça va être compliqué. Et puis, il y a un passage à l'échelle difficile. On a parlé du recrutement. En fait, si on a besoin de beaucoup de personnes rapidement parce qu'on a une crise, une cyberattaque ou autre, ce n'est pas un modèle qui est fait pour ça. En général, on est sur des cycles à 2-3 mois. Bon, c'est un peu plus, c'est pas très dynamique. Si on regarde le service, le service c'est beaucoup plus dynamique. On peut avoir un large panel de compétences, puisque c'est le service qui va le fournir. On peut avoir une disponibilité, une force d'intervention rapide, mais il y a un petit phénomène boîte noire quand même. Derrière le service, on ne sait pas trop ce qui se passe, donc on manque de compréhension, voire de maîtrise. Il y a une difficulté de capitalisation pour les équipes internes, parce que en fait, le service rend le résultat, mais ne participe pas à échanger le reste. Et puis, on a un dispositif lourd pour les sujets sensibles. Lorsqu'on a des problèmes de menaces internes, lorsqu'on a des sujets qui sont sensibles en interne, les envoyer à un service, on ne sait pas trop où ça va finir. Et si jamais on veut avoir le niveau de confidentialité nécessaire, ça coûte très cher. Bon, donc ça, c'est les options. Bon, il y a un troisième chemin, en fait. C'est essayer de coupler le meilleur des deux mondes. Alors moi, je vais commencer par la partie un peu faiblesse de ce modèle-là. Il y a une vraie difficulté quand j'essaye de marier deux mondes qui travaillent normalement pas ensemble. Il y a une difficulté de l'organisation du travail. Et puis, on a des cultures qui peuvent parfois entrer en conflit entre un MSSP et une équipe interne. On peut avoir des différences d'outillage. Par contre, ce qu'on va y gagner, c'est clairement une maîtrise par les équipes internes de ce qu'il faut faire, du travail, du découpage, des sujets sensibles, ce qui répond à certaines des faiblesses du service, tout en gardant cette capacité à faire de la scalabilité externe, parce qu'aujourd'hui, on vit peut-être un incident majeur par an, 2 pour les grosses organisations, plusieurs. Ben oui, mais si une équipe interne elle commence à vivre un incident majeur par mois demain, comment elle va tenir? Et puis si c'est un grand groupe ou une grande organisation, si c'est 3-4 entités qui ont un incident majeur, comment je vais pouvoir mobiliser? Donc, c'est clairement la force du modèle hybride, mais il manquait, d'après notre analyse, une méthodologie qui permet de réconcilier ces deux mondes. Donc on va passer à la méthode. Alors, ici, en fait, vous retrouvez les services d'un CERT classique, avec une organisation certes interne et puis une organisation au Sopra-Steria en face. Ils sont forcément différents. Et puis sur l'outillage, ils ont également des différences. Les choix des produits sont peut-être pas les mêmes, les technologies sont pas les mêmes. Donc bon, pour collaborer, c'est compliqué. Mais en fait, nous, on a construit une méthode qui permet à chacun de garder ses spécificités et d'avoir un mode de fonctionnement commun au travers de la méthodologie. Donc c'est au-dessus des processus et des procédures, c'est de la méthode, et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors je passe à la suite. Alors comment ça fonctionne cette méthodologie? Déjà, première étape, c'est basé sur des standards du marché, et ces standards du marché sont agnostiques des outils. C'est la première chose. Donc nous, on a identifié 2 organismes qui s'occupent de monter des standards qui aujourd'hui sont plutôt reconnus, répandus.
Donc le premier, c'est Mitre. On parle beaucoup de Mitre Attack, mais il y a Mitre Defend, il y a Mitre Engage. Donc on a toute la chaîne dedans pour travailler. On peut parler aussi de CAPEC, de CWE, de CVE, qui a été créé à l'origine par Mitre. Je ne vais pas détailler tout ça. Et puis, ça, c'est le fond, quelque part. C'est les standards de contenu. Puis le problème, c'est que pour échanger des données, il faut de la structure. Et là, on va retrouver, notamment chez OpenOasis, un certain nombre de formats tels que Stix, Kakao, qui vont permettre d'échanger des informations sur les plans d'action, sur la menace, sur les incidents, sur un certain nombre de choses. Donc nous, aujourd'hui, on est partie prenante et partenaire avec ces organismes et on est influenceur des formats. Typiquement, le format d'incident Stix, aujourd'hui, dans la prochaine version, il a une échelle en disponibilité, intégrité, confidentialité et traçabilité qui est fortement poussée par Sopra Steria. Donc ça, la base des standards, c'est indispensable pour pouvoir avoir un dialogue commun au niveau outils, mais également au niveau des équipes internes et des équipes externes. Ça permet de combler déjà un premier problème. Comment les équipes internes et externes elles collaborent. On se retrouve de manière très native, même si on a des outils différents, à pouvoir échanger de la donnée. Bien sûr, par-dessus ça, on va adapter tous les protocoles comme TLP qui permettent de garantir les cercles de confiance, le PAP qui permettent de garantir que l'on n'agit que sur les données qui vont bien. Et donc, au moins, enfin, on a un vocabulaire commun entre le back-office du MSSP et l'équipe interne pour activer sur ces sujets-là. Bon, après, il faut qu'on travaille la partie organisation. Un des gros problèmes entre les SOC et les CERT, qu'ils soient internes ou externes, c'est l'organisation de la mission. Le CERT, sa mission, c'est en fait d'arrêter l'impact. Donc il est plutôt vers la fin de la chaîne d'attaque. Le SOC, son but, c'est de détecter au plus tôt. Donc il pousse plutôt vers le début. Donc ils ont des missions qui sont opposées. Et ensuite, on voit beaucoup dans les organisations un découpage inspiré d'ITIL à la tâche. En fait, nous, ce qu'on recommande, c'est de travailler à la mission et à la responsabilité d'atteindre la mission. Quelles sont les tâches qui sont faites dedans? C'est libre à chacun. Donc ça, c'est un des premiers points. Et le deuxième point, c'est l'interdépendance. Si je n'ai pas besoin, moi, SOC, du CERT, du coup, je ne vais pas travailler avec le CERT. Si je n'ai pas besoin du SOC quand je suis CERT, je ne vais pas travailler avec le CERT non plus. Et c'est pareil pour l'interne-externe. Et là, c'est clé. Parce qu'effectivement, dans une relation externe-interne, on peut commencer à ne plus parler de tu mènes une investigation ou tu fais telle technique, tel type de données, mais on va dire, moi je veux savoir ce qu'il se passe sur mon périmètre non critique, et là je demande à mon MSSP de prendre la relève, pendant que moi je me focalise sur ce qui a le plus de sens pour mon organisation, mes processus clés et mes supportive assets. Et par contre, je sais qu'à la fin, je vais avoir des résultats qui vont pouvoir être concaténés et avoir une vraie vision de ce qui se passe dans mon organisation pendant la réponse à un incident. Donc les missions, elles doivent être complémentaires et on ne fait pas un découpage à la tâche. Donc ça veut dire que l'objectif, c'est d'amener une cohérence globale entre les formats, les contenus, mais aussi la façon de travailler. Et la façon de travailler, l'objectif, c'est le résultat. Encore une fois, ce n'est pas la tâche. La maîtrise de la décision, de l'exécution et du contrôle, ça, c'est au travers de la méthode qu'on amène, où les standards vont permettre d'amener quelque part un entonnoir en disant si j'ai telle technique Mitre Attack, ça veut dire qu'en face, j'ai telles données et telles actions possibles, et donc je me retrouve dans du Mitre Defend. Et donc, ça va être une aide à la décision, et cette décision, elle se travaille entre l'interne et l'externe. C'est une collaboration. Si je peux... Vas-y. Souvent, c'est difficile de prendre des décisions dans ces moments-là. Et alors, prendre une décision quand je suis interne à la cyber, c'est assez facile, c'est déjà difficile parce que je vais peut-être couper un business, quelque chose comme ça. Mais déléguer cette décision à un externe, ça devient extrêmement compliqué. Si je n'ai pas un framework qui me permet, basé sur des éléments avec un langage commun, de lui dire dans ce cadre-là, très précis, je te délègue l'autorisation d'agir, en fait, je génère de la latence dans la prise de décision. Et si vous êtes, par malchance, face à un ransomware, la latence sur la prise de décision, vous allez avoir un plus gros problème. Il nous arrive de passer des nuits à faire de la chasse à l'asset, à couper des assets. Mais comme on a un langage commun
et qu'on a un arbre de décision qui a été validé avec l'organisme qu'on accompagne, bah nous, on est capable de prendre la décision tout seul et de vraiment venir en renfort de l'organisation. Et donc, ça permet en fait à l'organisation interne d'être plus sur un pilotage tactique sur les choses qui sont clés pour son contexte et stratégique sur les choses qui sont, je dirais, effets de masse. Donc, l'ensemble de cette approche, bien sûr, elle ne marche qu'avec du métier cyber dedans. C'est évident, on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est important de le redire. Et les décisions, elles doivent être conscientes de la menace et des profils de la menace et de ce que je vais décider en fonction de si ça ressemble à 80% à un groupe avancé ou si ça ressemble à 80% à un groupe ransomware ou à 75%. Mes décisions sur les prochaines étapes vont être différentes, évidemment. Tout ça, c'est ce qu'on appelle, nous, notre framework de CertHybrid. Alors, c'est entièrement documenté. Il y a toutes les grilles pour apprendre rapidement. Et ça répond au dernier point, c'est qu'on doit être hybride. Et quand on intervient en ce moment sur des organisations, souvent, c'est le tout début de la création d'un CSIRT. Et il n'y a pas d'équipe interne. Mais grâce à cette méthodologie que nous, on apporte, on accélère la montée en maturité des équipes internes que vous allez recruter au fil de l'eau, tout en étant, nous, capables de vous backer pendant les mois où vous allez monter. Et on vous donne ce framework pour être capable, encore une fois, pas de dire « j'ai 2 de mon côté, ils sont 9 de l'autre », mais plutôt de dire « je suis capable de faire tel processus à tel niveau de maturité ». Le processus gestion de vuln, pour l'instant, je le laisse dans le CertHybrid de Sopra. Demain, on pourra également travailler sur « j'ai une capacité qui est full mature, mais je vais l'orienter uniquement sur mes périmètres clés et je vais déléguer une filiale, un pays étranger au MSSP qui va être en renfort de capacité. » Et sur un CERT qui a déjà une maturité, mais qui va avoir des pics d'urgence parce qu'il y a de multiples crises qui arrivent ou des choses comme ça. Mais en fait, je n'ai pas besoin de changer mon organisation. J'ai une interface, un vocabulaire commun, une méthode commune qui me permet de vraiment de piloter le MSSP et de comprendre ce qu'ils font. Puisque, en fait, cette lisibilité, elle doit être dans les deux sens. On va avancer un petit peu. Alors, on va prendre un exemple, en fait, qui est la gestion d'un incident majeur. Alors, un incident majeur, c'est avant la crise ou c'est le début de la crise? En général, on ne sait pas. C'est une des définitions qu'on aime bien adopter. C'est un incident dont on maîtrise toujours l'impact. On sait à peu près le contenir, on sait globalement qu'il va nous faire mal, mais qui ne va pas être létal pour l'organisation. Donc, on ne démarre pas une crise. Et quand on ne maîtrise plus l'impact, on est en crise. Donc, sur un incident majeur, les équipes internes d'un CERT ou d'un CSIRT, ils vont avoir à coordonner cet incident majeur, l'investigation, la réponse, aussi mettre un certain nombre de consignes de détection de contexte au SOC pour dire si l'attaquant bouge, il faut me prévenir, voilà les informations que je te demande de surveiller. Et puis, il va falloir estimer cet impact, évidemment. Derrière, on va établir des objectifs, une posture face à cet attaquant. Et c'est là où la threat intelligence rentre en ligne de compte. Parce que, évidemment, si c'est un ransomware, ma posture, c'est plutôt je coupe partout où je le vois. Si c'est de l'espionnage, c'est plutôt de savoir partout où il est avant de couper quoi que ce soit et d'essayer de l'éliminer, tout en bloquant l'exfiltration. Derrière, on va établir des plans de réponse. Évidemment, ces plans de réponse, ils bougent en fonction de ce qui est en train de se passer. Et puis, on va mener ces actions. Et une fois que l'incident sera terminé, on va essayer d'apprendre pour monter. Bon, tout se passe bien. À partir du moment où on a une équipe d'une dizaine de personnes, on a un incident majeur, on n'a pas des incidents multiples, ça se passe bien. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque ce n'est plus le cas? Lorsqu'on commence à avoir de plus en plus d'incidents, vous avez vu la croissance de 400%, donc la trajectoire, malheureusement, elle est la même. C'est l'ancien patron de l'ANSSI qui disait que c'est une croissance exponentielle. Donc derrière, il y a des choses où il va falloir que je fasse des choix en disant ça, je le garde en interne, ça, je ne peux pas. Mais un incident, ça vit. Et peut-être au début, je vais dire je vais le passer au service MSSP à l'extérieur, sur la gouvernance, sur la partie posture, etc. Puis je me rends compte que cet incident, en fait, il a des impacts critiques et il faut que je reprenne la main. Et donc, sur le processus, en fait,
ben, il y a des briques où je vais dire, ben là, je te le donne à toi, MSSP, ben là, par contre, je reprends parce que là, j'ai vraiment besoin de piloter les choses et il va falloir que je découpe ça. Et dans un mode hybride, en fait, nous, on a un collaborateur qui est en proximité du client, qui accompagne le client dans toute cette phase de prise de décision et qui est là pour aussi, sur des missions, proposer du support en back et être capable de soulager pendant un instant les équipes internes et vraiment d'être encore une fois sur de la mission et pas sur une tâche qui va vous donner un résultat sec, mais qui ne vous aide pas. Parce que ce résultat sec, il faut l'analyser, il faut en faire un renseignement activable, exploitable, pour après faire de la prise de décision. Avec ce modèle-là, le front office qui est chez vous accompagne jusqu'à ça et vous permet de vraiment consommer de l'information utile directement. Et on sait tous qu'en situation d'incident majeur ou de crise, reprendre le contexte de quelqu'un d'autre, c'est toujours compliqué. L'avantage des standards et de la méthodologie, c'est que je reprends un contexte que je peux comprendre directement. Je ne suis pas en train de me dire « Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a rédigé ça dans le rapport ?» etc., etc. Non, mon contexte, il est clair. Mes données, elles sont structurées et elles arrivent dans mes outils. Je ne suis pas obligé de faire des copier-coller, etc., etc. Et donc, derrière, l'objectif, c'est de dire les capacités dont j'ai besoin, à un moment, il me manque une expertise sur de l'Active Directory, je vais aller l'actionner. En plus, mais je ne vais pas forcément arrêter ce que je fais. Et puis, je vais récupérer mes résultats sous les formats des standards, avec bien sûr l'explication de l'expert qui a travaillé. Je vais mener mes actions sur les EDR, et je vais pouvoir piloter comme ça, assez facilement, sans couture. Et c'est ça l'objectif. Dans une organisation où tout le monde partage la mission, et où je ne suis pas en train de me dire « mais lui, il n'a pas fait sa tâche, ou il l'a fait, etc. » Non, les missions sont découpées, et donc tout le monde sait ce qu'il doit atteindre. Bon, je pense qu'on vous a à peu près bien décrit le modèle avec cet exemple. Alors bien sûr, sur les autres services, on a le même type de fonctionnement. Et donc, on arrive à notre conclusion. Alors, c'est un peu court, 30 minutes pour vous expliquer une méthode sur autant de processus, mais voilà, notre méthode, elle répond à ces 3 enjeux. Partager les responsabilités, c'est des mots qu'on a énormément dit, comment on travaille à la mission et plus à la tâche. Favoriser l'interdépendance, garantir que les données qui sont sorties d'un service, elles sont utilisables par l'autre service, mais aussi dans le sens inverse, que l'interne produit de la donnée que l'externe va être capable de consommer sans perte de temps. Et puis, être conforme aux standards, ça reste le meilleur moyen de l'indépendance in fine de l'organisation. Parce que le modèle, Alexandre l'a présenté tout à l'heure, du full MSSP, et on est MSSP, donc on ne devrait pas jouer cette carte-là, c'est de vous enfermer. C'est une fois que le MSSP repart, vous n'avez plus rien. Non, par cette méthodologie, on a complètement accompagné la croissance et en maturité de votre organisation, et elle est conforme aux standards, ce qui va la rendre plus simple à propager, soit sur d'autres branches de votre organisation, soit avec un autre MSSP plus tard. Il y a d'autres bénéfices dont on ne vous a pas parlé, parce que ce n'est pas l'objectif là, mais travailler comme ça permet aussi de pouvoir travailler avec vos partenaires, avec vos homologues, de pouvoir avoir une capacité collective beaucoup plus efficace. On a essayé de faire, parce qu'on nous avait donné 30 minutes, donc un rapide overview de ce que c'est que la méthodologie. C'est beaucoup plus de travail que ça, donc ce qu'on vous propose, c'est de répondre à quelques questions si vous en avez. Mademoiselle. Au départ, vous avez défini le CERT comme un ensemble de services dans le SOC. Votre framework, il vise principalement la réponse aux incidents, ça veut dire l'équipe qui va réagir en cas d'incident, ou il intègre tous les services CERT, c'est CIRT? Tous les services qu'on vous a listés sont intégrés. Ce que vous ne retrouvez pas toujours, par exemple, dans certains référentiels de CERT, c'est la threat intel, où certains vont aller plus ou moins loin sur la vulnérabilité. Nous, on considère que tout ça, vous devez l'implémenter, et donc la méthodologie, elle couvre vraiment 100% de ce qu'on vous a montré. On l'a juste mis en avant sur un use case bien précis qui était le Major Incident.
Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. On a dû être très clair. Bon. Eh bien, merci à tous et bon après-midi.